Bien évidemment, vous avez compris, tout ça est faux. Le 3 octobre, le Premier ministre britannique en visite à Paris déclare contre toute attente qu'il souhaite revenir sur l'accord Sykes-Picot passé en 1915. Loin de lui l'idée de redonner aux pays arabes leur indépendance, qu'ils ont promise, évidemment non. Si David Lloyd George veut revenir sur l'accord, c'est parce que les steppes de Mossoul savaient être remplies de pétrole. La couronne veut donc évidemment reprendre la ville aux Français. Et avec la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France dans la balance, Paris finit par renoncer à Mossoul, mais demande un accès juste et égal au brut de Mésopotamie. En gros, on vous donne la ville, mais si on pouvait se servir un petit peu, ce serait bien. Et écoutez bien ce qui suit parce qu'aujourd'hui, ça nous concerne quasiment quotidiennement, enfin en tout cas en ce moment, vraiment très concrètement. Après plusieurs négociations, un accord est conclu en 1921 entre les deux puissances. Le mandat britannique va s'étendre désormais sur la Palestine et la Mésopotamie, tandis que la France aura la Syrie et le Liban sous sa tutelle. Voilà comment les Anglais sont arrivés dans la place. En parallèle, vous avez un accord sur les pétroles qui est signé pour mettre en place certaines dispositions prises avant la guerre. Résultat, les parts de la Turkish Petroleum Company sont divisées en trois. La moitié revient à l'Anglo-Persian Company, un quart va à la Royal Dutch Shell et le reste, c'est-à-dire les parts allemandes placées sous séquestre pendant la guerre, est confié aux Français. Nous, on a toujours les miettes, nous. Dernier détail, mais pas des moindres. Il est décidé que 20% des bénéfices des futures concessions pétrolières du territoire reviendront aux Mésopotamiens. Disposition sur laquelle reviennent les Européens juste avant, bien sûr, les premiers forages. Faut pas être fou. Du côté américain, exclu des négociations, pas question de laisser faire. Eux aussi veulent toucher une part du butin. L'industrie pétrolière du pays demande directement son aide au gouvernement qui proteste auprès de Londres. Décidément, les institutions politiques sont quand même très très proches des compagnies pétrolières. Évidemment, pendant que l'Occident se querelle autour des terres mésopotamiennes, la patience des pays arabes commence légèrement à s'effriter. Les Français et les Anglais ont une fâcheuse tendance à s'immiscer aussi dans les affaires politiques de Mésopotamie, chassant par exemple l'émir Faisal du trône de Syrie, qui n'est pas vu d'un très bon œil par les locaux. Au bout d'un moment, évidemment, l'insurrection éclate. Bientôt, ce sont 100 000 combattants alliés de Faisal qui affrontent 70 000 soldats britanniques qui viennent principalement des Indes. Et face à la menace, Churchill sort les grands moyens et se déclare même fortement favorable à l'utilisation du gaz contre des tribus non civilisées. Il opte finalement pour les traditionnels bombardements aériens et des incendies punitifs. En 1921, l'insurrection est matée. Pour un simple accès à l'or noir mésopotamien, 2300 soldats de la couronne ont péri contre 8400 combattants arabes. Mais même face à ces chiffres évidemment tragiques, seule une question continue de tarauder les Britanniques, et cette question est économique. Comment justifier tous les investissements faits par le gouvernement sur ces terres lointaines si les profits éventuels de l'exploitation pétrolière y sont diminués par la rébellion des locaux ? La solution au problème, c'est Churchill qui la trouve, j'allais dire comme d'habitude. Il faut donner un pays et un roi aux habitants de Mésopotamie. De cette manière, finit le chaos. C'est ainsi que les frontières de l'État d'Irak sont dessinées en mars 1921. 40 experts britanniques du Moyen-Orient, plus tard surnommés les 40 voleurs, sont présents face à Jafar Pacha, général de Faisal, et seul Irakien convié d'ailleurs pour l'occasion. C'est bon, le coup de maître des Britanniques a été lancé. Le 23 août, ils placent Faisal Ier sur le trône d'Irak et lui viennent en renfort en 1922 et 1924 lorsque des rébellions kurdes déjà éclatent. Les Britanniques ont désormais un accès exclusif au sous-sol mésopotamien, à l'intérieur des frontières de la nation factice qu'ils viennent tout simplement de créer de toutes pièces. Il y a un petit côté mafieux sur ce truc, évidemment, c'est évidemment je mets le bazar, ensuite je suis là pour réparer, et si tu veux que je continue de t'aider à te protéger, tu es obligé de payer, et ils payent en pétrole. Tous ces nouveaux développements, vous l'imaginez bien, plaisent pas vraiment aux Français et aux Américains, et les échanges diplomatiques entre les puissances occidentales sont assez venimeux. Churchill, inquiet de la tournure que prennent les événements, consent finalement à octroyer 12% de la Turkish Petroleum Company aux États-Unis pour éviter tout éventuel débordement diplomatique. Les Américains
qui sont très bons dans la négociation, ça y est, finiront par obtenir le double d'ailleurs. Du côté français, c'est Poincaré qui est sur le pied de guerre. Il veut doter la France d'une compagnie pétrolière nationale pour exploiter comme il se doit les parts dont le pays dispose dans la Turkish Petroleum Company, d'ailleurs renommée Iraq Petroleum Company en 1925. Et c'est ainsi qu'est créée la CPF, la Compagnie française des pétroles, une entreprise privée, ancêtre de Total, pour laquelle l'État a déjà donc un droit de décision absolu en ce qui concerne le choix des directeurs. En 1931, le Parlement français ratifie même une convention attribuant 40% des droits de vote au conseil administratif de la compagnie à l'État français et lui accorde une participation au capital de la CPF à hauteur de 35%. Les Occidentaux contrôlent désormais l'or noir mésopotamien quasi dans la totalité. Quant aux pays hôtes, les 20% du pétrole qui leur avaient été promis au moment de l'accord de 1920 leur sont finalement refusés. Bien sûr, ils n'ont rien à dire. Il leur faudra simplement se contenter de quelques royalties pendant 4 longues décennies. Le seul pouvoir de décision vis-à-vis de l'or noir attribué à l'Irak concerne en fait la question de l'acheminement du pétrole jusqu'en Europe. La France souhaite construire un pipeline qui emprunterait le chemin le plus court pour jouir évidemment le plus rapidement possible du brut récolté. Et ce chemin passe, comme par hasard, par la Syrie et le Liban qui sont, je vous le rappelle, donc sous mandat français. Les Anglais et les Américains comprennent de leur côté, un peu tard, c'est vrai, que l'arrivée du pétrole irakien sur le marché mondial risque tout simplement de faire chuter le cours du baril et donc de mettre en danger leurs propres industries pétrolières. La France importe beaucoup de son brut des États-Unis après tout. Et après avoir mis des bâtons dans les roues de la France pendant quelques années, les actionnaires de l'Iraq Petroleum Company trouvent finalement un accord. Le pipeline se dédoublera pour passer à la fois en Palestine, territoire anglais, et au Liban, côté français. Mais dans l'ombre, les majors anglo-saxonnes sont en train de comploter. Toujours inquiètes de voir évidemment les prix du baril chuter, elles organisent un nouveau cartel mondial dans le plus grand des secrets. Les présidents de la Shell, de la Jersey Standard et de l'Anglo-Persian Oil Company se retrouvent donc au château d'Aknakari sous couvert d'une partie de chasse organisée entre gentlemen et ensemble ils vont conclure les accords Aziz, c'est-à-dire tels quels, qui consistent à figer tout simplement l'équilibre des forces actuellement en place sur le marché mondial. Tout ça a de quoi rappeler encore une fois les manigances de Rockefeller une cinquantaine d'années plus tôt dans la première émission. Le nouveau cartel décide dès lors de contrôler la production, les prix, les constructions de nouvelles structures, les éventuels rachats et le marketing de l'or noir pour que chacun conserve son niveau d'influence actuel. Une vingtaine d'années plus tard, en 1952, la vérité éclate au grand jour. L'oligopole qui a été formé a porté atteinte tout simplement à la libre concurrence des entreprises sur le marché, allant à l'encontre de la fondation même du marché libéral et capitaliste, dont les États-Unis sont si fiers, on va dire. Mais la véritable révélation est tout autre. Les gouvernements américains et britanniques étaient en fait tout à fait au courant de la combine. Aurait-il pu la démanteler, comme l'avait fait le président Harrison en signant la loi Sherman contre le cartel de la Standard Oil avant-guerre ? Évidemment. Mais pourquoi anéantir une ruse aussi prolifique pour leurs pays respectifs ? Et puis bon, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que la production excessive de brut, engendrée par la concurrence sanglante des magnats du pétrole, est dangereuse pour tout le monde. La voie du cartel est alors, c'est vrai, un moyen, aussi illicite et déloyal qu'il soit, de réguler les flux. Et d'une certaine manière, nos puissants pétroliers, en fait, ont anticipé avant l'heure les vicieux rouages qui vont mener plus tard, tout simplement, au crack boursier de 1929. Et j'en ai fini des révélations pour cet épisode-là parce que la suite de cette histoire tumultueuse devra se faire au prochain épisode. Pour le moment, une seule chose est à retenir. Le pétrole, quoi qu'il en soit, a transformé le monde de part en part, beaucoup plus que ce qu'on croyait, de ce que vous croyiez peut-être. Il règne incontestablement évidemment sur les hommes, il régit même chacune de leurs décisions, qu'elles soient militaires, politique, économique, géopolitique, etc. Il a tout simplement refait, recréé, redessiné le monde. Eux qui rêvaient de dompter cette énergie miracle au départ s'en sont finalement retrouvés esclaves. Et désormais, il semble qu'aucun retour en arrière ne soit plus possible, si tant est qu'il y ait un retour en avant. Donc
aucun retour ne soit possible. Quelle folie la ruée mondiale vers l'or noir va-t-elle encore engendrer? Une deuxième guerre mondiale, certainement, mais ça, on rentrera dans les détails dans l'émission numéro 2. À la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.